Je vais vous avouer un secret, je ne sais pas faire de froid. Je ne sais pas faire de froid, je sais enlever du chaud. Faire du froid, ça n'existe pas, le froid c'est moins 73, on ne sait pas le fabriquer, on sait enlever du chaud. Et j'ai décidé de créer ma première boîte qui s'appelait Omega Clim. T'avais quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 28, 29 ans, 200 magasins avec Camailleux. Donc sur le niveau national ? Au niveau national. C'était comme si je remontais une société, bon sauf que c'était les sous de Thierry Delpos. J'étais un intrapreneur, le terme n'existait pas à l'époque, là je m'éclate complètement. Au propre comme au figuré, je sais ce que c'est que le terme s'éclater. La carrière d'un entrepreneur, ça n'est pas un long fleuve tranquille et parfois on tombe, et moi je suis tombé. Il y a toujours du ciel bleu au bout du chemin, au bout du tunnel. Pour un chef d'entreprise ou pour un homme en général, l'important c'est pas de ne jamais tomber. Tomber ça arrive, et l'important c'est de, à chaque fois, se relever. À chaque fois grandir. Moi j'ai vécu le Covid en étant chez Axima. On a parlé de beaucoup de monde, on a parlé des soignants, des médecins, et il y a zéro débat. Mais on a oublié aussi tous les techniciens du froid qui étaient là dehors quand il y avait le Covid, quand personne ne pouvait sortir. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Bâti Légende, c'est le podcast où j'interviewe des dirigeants au parcours inspirant. Je peux te présenter brièvement. Ouais, je m'appelle Dominique Richard, j'ai 61 ans. Je suis aujourd'hui le président du groupe Sotrebat, petite entreprise du monde du bâtiment. On en parlera peut-être un peu plus longuement dès que tu me poseras des questions. Je suis père de 2 filles, Marie-Charlotte et Solène. Et je suis marié depuis très longtemps avec Bernadette. J'y tiens aussi. Tu m'avais posé la question, est-ce que tu as des tabous ? Non, j'ai pas de tabous et je te dis tout puisque tu m'as demandé de tout dire. Voilà. Okay. Et je suis ce qu'on appelle un frigoriste et je tiens beaucoup à cette notion, même si Sotrebat est une entreprise qui est plutôt acteur du monde multitechnique, mais en tout cas, moi je me définis comme frigoriste parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mes parents n'étaient pas frigoristes, mais ça a été un choix, une destination, et j'ai souvent entendu dire qu'il fallait faire un métier qui nous plaisait, comme ça on n'avait pas l'impression de travailler, mais on avait l'impression de s'amuser tous les jours, et c'est ce qui a caractérisé ma carrière toute ma vie. Voilà. Bah, figure-toi que j'adore ce que tu viens de dire, et je crois que c'est une citation de Confucius qui disait faites quelque chose qui vous plaît et vous n'aurez pas l'impression de travailler. C'est tout à fait ça. Mais j'adore travailler, autant avec mes collaborateurs qu'avec mes clients, avec des gens passionnés. Merci pour cette présentation. Tu t'habites où et t'as grandi où ? Je vais faire du Dominique Richard dans le texte. Moi, sois toi-même. J'habite au sud de la Belgique, c'est-à-dire que j'habite dans le nord, à Douai, une petite ville charmante, 50 000 habitants, où j'y suis né. J'y ai fait une grande partie de mes études. J'ai commencé à y travailler. Je travaillais dans la région nord, et puis après je suis allé à Marseille, je suis allé à Toulouse, revenu à Marseille, remonté dans le nord, et quand j'ai changé de périmètre chez Axima, puisque j'étais très longtemps chez Axima, j'ai continué d'habiter à Douai tout en venant travailler à Paris. Ok. Donc un ch'timi, fier de l'être. Ça marche. Douai, c'est juste à côté de Lille. Douai, c'est juste à côté de Lille, ouais. C'est pas loin de Lille, c'est à 30 km de Lille. Et du coup, c'est quoi ton parcours scolaire Alors, mon parcours scolaire, c'est un parcours très classique d'études techniques. Je commence par un baccalauréat F3, électrotechnique. Je poursuis par un BTS froid et climatisation. Je poursuis, là je ne sais pas si c'est les études qui m'ont poursuivi, par l'IFI à Paris. Donc toujours dans le monde du froid. C'est quelque chose qui m'a attiré. C'est assez magique, assez particulier cette attirance. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie et dans la technique tout le temps. Je suis d'accord et je te rejoins. Moi aussi, j'ai eu un espèce de sentiment un peu magique quand j'ai découvert le froid synthétique. Moi, c'était dans le Koza. Ça te parle, ce livre ? Ah, le Koza, oui, j'ai bien connu. Ouais. Alors moi, c'était pas dans le Koza, c'était dans l'atelier. L'atelier des frigoristes BEP et BTS Froid était à côté des ateliers d'électrotechnique. Donc nous, on allait. J'étais en bac et il y a un prof qui avait eu l'idée lumineuse de faire un évaporateur en lettres déployées en cuivre, et il avait écrit le froid, donc en lettres déployées en cuivre, et c'était l'évaporateur. Et donc la partie froid était givrée par rapport aux autres parties qui étaient en cuivre apparent naturel. Et ça m'avait interpellé, ça m'avait, je vais pas dire choqué, mais en tout cas, il y avait
il y avait quelque chose d'assez particulier qui a fait que j'ai regardé. Puis après, j'ai essayé de comprendre, mais comment il y a un tuyau qui est froid, ça passe par une machine ou en tout cas un organe. Je savais pas que c'était un détendeur à l'époque, je faisais de l'élec. Donc ça passait par un truc et d'un côté c'était chaud, de l'autre côté c'était froid et je comprenais pas. Et donc la naissance de cette passion, cette vocation, ça a commencé comme ça. Et puis après, ça a suivi tout le temps. Et je vais dire un truc, mais ça fait énormément rire ma fille, Marie-Charlotte, qui accompagne la croissance et le développement de Sautrebat, puisque Marie-Charlotte, elle, c'est notre agence de communication, c'est l'agence Tirex. Elle a assisté à un grand nombre de conférences que j'ai pu faire à droite et à gauche. Ouais, j'en faisais beaucoup plus quand j'étais chez Axima. J'ai toujours tendance à dire, je vais vous avouer un secret. Maintenant, j'ai 60 ans, il n'y a pas de débat, c'est pas grave, il y a prescription. Je ne sais pas faire de froid. Comment ça ? Eh non, je ne sais pas faire de froid, je sais enlever du chaud. Ah. Et en fait, quand tu as compris ça, tu as compris les principes de la thermodynamique. Faire du froid, ça n'existe pas. Le froid, c'est moins 73, on ne sait pas le fabriquer, on sait enlever du chaud. Si je veux te refroidir ou si je veux refroidir la température qu'il y a ici dans cette pièce, je vais simplement transférer l'énergie qui se trouve ici dans cette pièce vers l'extérieur. Et en fait, faire du froid, c'est ça. Donc, mon métier, ça a été ça, et ma vie, ça a été ça. Et j'ai aussi une vie qui était un peu plus tournée vers le commerce, mais ça, on y viendra par la suite. C'est aussi savoir intéresser les gens par des anecdotes, par des phrases, par des formules, des trucs qui choquent l'esprit. Donc, on déplace de la chaleur. On déplace de la chaleur, tout à fait. D'ailleurs, dans le Code ZAM, c'est le livre qui m'avait marqué. Il y avait écrit, c'est un peu différent de la vraie vie. Là, c'est les plus riches qui donnent aux plus pauvres, puisque c'est toujours les parties froides qui absorbent les calories. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses qui marquent, effectivement. Et ton parcours pro, donc tu quittes l'IFI. Après l'IFI, qu'est-ce que tu fais ? Alors, après l'IFI, je suis allé... Parce que moi, je fais partie des gens ou de cette génération qui faisait l'armée. Donc, je suis allé faire la guerre, service militaire pendant 1 an. Et puis ensuite, c'est là où ça a commencé à déraper. Alors, je suis toujours resté dans la technique, mais j'atterris chez Flunch. Alors là, tu vas me dire, t'as fait quoi, des steaks hachés, des frites ? Non, je suis entré au service technique de Flunch. Il y avait ce qu'on appelait les RTU, responsables techniques en unité. Et j'ai commencé à m'occuper de l'intégralité des machines de production de repas chez Flunch. Ça a duré 2 ans, 3 ans. Et ensuite, je suis repassé dans une société qui faisait du froid, la CETEB, où j'ai fait un très court parcours, très très court. Déjà, mon caractère bien trempé, et celui du patron aussi. Qui est rentré en collision ? Ouais, on est rentré en collision. Ouais. Ça n'a pas marché. Et j'ai décidé de créer ma première boîte qui s'appelait Omega Clim. Ok. T'avais quel âge à ce moment ? Et j'avais pas 30 ans, je devais avoir 28, 29 ans. On reste entrepreneur et on est entrepreneur dans l'âme. Et j'avais compris, c'était l'époque où la climatisation individuelle commençait à émerger. Et j'avais compris qu'il allait avoir un marché, qu'il allait avoir quelque chose pour les gens qui ne ferait que de la climatisation. Et je me suis lancé là-dessus en m'appuyant sur ce qui a toujours fait ce que je suis devenu, savoir la création de réseaux, la mise en réseau. Et là, je me suis appuyé sur le réseau EDF. EDF, à l'époque, s'était mis en tête et a commencé à promouvoir la climatisation individuelle de confort chez les commerçants, les artisans, les professions libérales. Il y avait un GIE qui s'était créé, GIE Climatisation et Développement. Tu peux préciser ce que c'est qu'un GIE ? Un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. Ce sont des entreprises qui se regroupent entre elles pour mettre en avant un secteur d'activité sans forcément qu'il y ait de lien capitalistique entre ces sociétés, puisqu'il y avait EDF, fournisseur d'électricité, mais il y avait Carrier, il y avait SIAT. C'est une sorte d'association. C'est une sorte d'association, ouais. Les entreprises de l'époque, Tran, Technibel, qui n'existent plus trop aujourd'hui. Des grosses boîtes. Et puis Airwell. Ouais. Que des grosses boîtes. Okay. 5 grosses boîtes qui mettaient des moyens pour faire du marketing, du phoning, du mailing. Et puis nous, on s'est accroché là-dessus, on a démarré là-dessus. Et c'est comme ça qu'a débuté ma carrière professionnelle. Et puis, je pense que je me suis pas trompé de cible, puisque très rapidement, on est devenu des gens intéressants, importants. On a commencé à accrocher
des enseignes spécialisées. C'était l'époque où les magasins de fringues existaient encore et étaient en centre-ville, donc il fallait les équiper, et ce qui est quand même important, parce qu'aujourd'hui, Amazon, il n'y a pas de magasin, il n'y a plus de magasin. Et on a commencé à équiper des Promode, des Pimki, et puis on a fait toute l'expansion de Camailleux. On a dû faire plus 100, 200 magasins avec Camailleux. Donc sur le niveau national Au niveau national, tout à fait. Ouais. Tu te déplaçais un peu partout. Et on se déplaçait un peu partout. Alors on prenait pas toute la France parce que il y avait plusieurs entreprises et on était plutôt répartis. Mais nous, on travaillait sur la région Nord, région parisienne. On descendait jusque le Rhône-Alpes. On avait des interlocuteurs chez Camailleux. Coucou Christophe Terrain, coucou Christophe Desplanques et Laurent Despinois. C'était une époque, je ne veux pas dire que c'était l'époque héroïque, mais en tout cas, on était l'euphorie du moment où on construisait, on ouvrait des magasins. Et je tiens à le rappeler, parce que Christophe Terrain, que j'ai souvent au téléphone, m'en parle souvent. Il me dit, nous, une année, on a ouvert 200 magasins et on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait que des fax et on envoyait des papiers, on faisait des plans sur papier. Et ça fonctionnait bien. Et ça fonctionnait bien. Mais du coup, attends, donc ça prend combien de temps? Comment ça se développe tu peux partager Omega un Clim, petit peu ça commence en 1989-90 et ça dure jusque 2000. Ok. Ça prend 10 ans, ça monte très haut, et puis après on est aussi redescendu assez bas parce que le textile a commencé à souffrir, Camailleux a commencé à souffrir. Moi, je l'avoue aujourd'hui, la carrière d'un entrepreneur, ça n'est pas un long fleuve tranquille, et parfois on tombe. Et moi, je suis tombé. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais, il n'y a pas de tabou. Non, j'ai appris. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas là. Non, mais on n'a pas préparé cette interview, donc tu ne connais pas les questions que je pose. Non. Je te demandais juste s'il y avait. Il y a juste eu une question préalable. Est-ce que tu as des tabous? Voilà. Donc, il n'y en a pas. On peut rentrer un peu dans le détail de cet arrêt de Omega Clim? Ouais, on peut. Non, mais donc tu avais beaucoup de chantiers. Alors, quand on s'est arrêté, on avait beaucoup moins de chantiers, mais Omega Clim était une entreprise qui faisait, à l'époque, en 2000, on faisait grosso modo, une dizaine 10 millions de francs, 12 millions de francs, ce qui fait grosso modo 2 millions d'euros. Mais pour l'époque, c'était comme. Pour l'époque, c'était énorme. C'était comme 3 ou 4 millions d'euros, peut-être. C'était énorme. Il y avait combien de collaborateurs? Au maximum, on est monté à une vingtaine de collaborateurs. Okay. 20, 25. Et je tiens aussi à préciser que beaucoup sont restés mes amis. Bah ouais, c'est important de le préciser. Et donc là, tu as moins de chantiers à un moment donné parce que le textile est en crise. Moins de chantiers. On a entamé pas une diversification, mais en tout cas une expansion sur la région parisienne. Avec la création d'une autre agence, pas très bien avec les recrutements, le suivi n'est pas un suivi top, et ensuite j'ai un accident. Donc je suis resté hospitalisé et allongé quelques temps. Donc ça aussi, quand tu es l'unique fer de lance commercial de l'entreprise, ça s'arrête et c'est dur. C'était un accident professionnel? C'était un accident. Non, c'était pas un accident professionnel. C'était un accident de loisir. Je joue au foot avec des amis. J'ai fait une mauvaise chute. On va le dire comme ça. Okay. Donc quadruple fracture tibia péroné. Okay. J'allais dire les ligaments croisés. Non, les ligaments croisés, c'est rien. C'est pas. Si, c'est grave, mais là, non. Ouais, donc tu t'éclates. Là, je m'éclate complètement. Ouais. Moi, au propre comme au figuré, je sais ce que c'est que le terme s'éclater. Et donc là, ça met un peu à mort ton entreprise parce qu'il y a. Ça met à mort l'entreprise, complètement. L'entreprise qui était plus en bonne santé, ça la met à mort et elle s'arrête. Du coup, tu restes combien de temps, on va dire, off? Après l'arrêt de l'entreprise, je suis resté 2 mois, 3 mois off, temps de se remettre d'aplomb, de se refaire une santé. L'éclaircie. Et ça, je tiens à le dire, il y a toujours du ciel bleu au bout du chemin, au bout du tunnel. Derrière les nuages. Et derrière les nuages. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, pour un chef d'entreprise ou pour un homme en général, l'important, c'est pas de ne jamais tomber. Tomber, ça arrive. Et c'est ça qui est bien. L'important, c'est de, à chaque fois, se relever. À chaque fois, grandir. À chaque fois, analyser ce qui s'est passé. Pourquoi? Et continuer. Toujours te relever. Toujours. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc dans le journal du dimanche, La Voix du Nord, puisque j'habitais toujours dans le Nord à l'époque, une annonce, entreprise cherche un ingénieur en génie climatique. Des fois, tu as des sentiments
très particulier ou très, tu sais, comme une espèce de pressentiment, comme si tu savais. Des intuitions. Tu lis, je lis l'annonce et je dis, mais ça, c'est moi. On parle de patron de service, de machin, de trucs, création. Je dis, c'est moi. Donc, je réponds. 3 jours plus tard, coup de fil. Je suis appelé. Je vais au premier entretien. Je vais à un deuxième entretien. Et puis après, j'entre dans le processus de recrutement. La boîte, c'était Solaronix, une société à la base constructeur de matériel de chauffage rayonnant. Donc attention, on n'est plus dans le chauffage par convection, on est dans le rayonnement. Chauffage par convection, c'est le radiateur classique, traditionnel. On chauffe, ça chauffe de l'air chaud et ça fait de la chaleur dans le local. Le rayonnement, on porte un corps à haute température, on le fait devenir rouge. Et c'est le rayonnement, c'est un peu comme le micro-ondes, c'est le rayonnement qui chauffe non pas l'air, mais qui, en pénétrant dans la peau, réchauffe. En fait, c'est un espèce de gros micro-ondes. Donc, il fallait une personne qui soit à même de comprendre les effets du rayonnement, comment ça se passe, comment ça se produit, comment on fait. La loi de Stéphane pour les partage. La loi de Stéphane, c'est la loi sur la puissance émise par la température. Je me souviens de mon prof de thermodynamique qui disait le fameux sigma T4. C'est le sigma, le coefficient, et le T4, c'est la quatrième, enfin c'est la puissance 4, c'est la température puissance 4. Et bien ça, c'est la loi qui régit la puissance de rayonnement. Donc il fallait quelqu'un qui soit capable de comprendre ça, capable de comprendre des bilans thermiques et capable de vendre. Mais pas de vendre. Avant d'aller vendre, il fallait créer une gamme complète d'appareils de climatisation. Ex nihilo. Ouf, t'as une feuille blanche, voilà. Ok. Mais donc là, tu devais concevoir un produit. Et j'ai pas concevoir le produit, mais en tout cas, aller chercher des produits déjà pré-établis, pré-fabriqués, pour mettre dans un catalogue pour le vendre en France. Okay. Et donc, ça a été ma mission, et ça, je l'ai fait. J'ai monté ex nihilo cette division de Solaronix. Donc, on parlait de gens inspirants, mais Thierry Delfosse, le PDG de Solaronix à l'époque, et aussi Jean-François Gaspard qui m'ont recruté, ont été des mecs visionnaires, puisqu'ils m'ont fait confiance. Et avec eux, et grâce à eux, on a monté ensemble cette société, cette division. C'était comme si je remontais une société, bon, sauf que c'était les sous de Thierry Delposte. Ouais, t'étais intrapreneur, comme on dit. J'étais un intrapreneur. Le terme n'existait pas à l'époque, et okay. J'étais un intrapreneur, effectivement. Mais, alors juste, je suis curieux sur la technique. C'est pour quel usage le chauffage par rayonnement ? Alors le chauffage rayonnant, pardon. Rayonnant. Ok, par rayonnement ou chauffage rayonnant. Okay. C'est un chauffage qui est utilisé dans les grands locaux, les locaux avec une forte hauteur de plafond, donc dans l'industrie par exemple, dans les garages automobiles où il y a des grandes surfaces, des grandes portes, et les portes ne sont pas toujours fermées, donc on chauffe l'homme qui travaille plutôt que de réchauffer l'air. Dans les locaux de grande hauteur, parce qu'en général, moi, ce que je connais, c'est les aérothermes en général. Ouais, mais un aérotherme, c'est un appareil convectif. On chauffe de l'air et on brasse de l'air. Chez Airbus, par exemple, Airbus que j'ai côtoyé dans une autre partie de ma vie professionnelle, chez Airbus, les bâtiments d'assemblage des avions sont des bâtiments avec une hauteur sous plafond qui est énorme. On a des grands radiateurs rayonnants qui sont situés au plafond. Et on réchauffe comme ça l'atmosphère, ou en tout cas les hommes, sans forcément réchauffer l'air. Parce que réchauffer l'air, si on chauffe un bâtiment qui fait 100 000 mètres cubes, les déperditions, ou en tout cas la puissance nécessaire au chauffage, est fonction du volume qu'il faut chauffer. Et en chauffant moins l'air, mais en chauffant simplement les hommes, on utilise moins d'énergie. Donc c'est en quelque sorte un moyen assez simple de chauffer sans forcément dépenser beaucoup d'énergie. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas trop cette notion d'économie d'énergie. Oh, ça commençait à venir. Mais c'est pas dangereux ça, le chauffage par rayonnement,
par rayonnement. Dangereux pourquoi? Pour l'homme? Non, je sais pas. Bah non, je crois pas. Okay. Non, parce que je connais pas cette méthode de chauffage. Et si tu me dis que c'est des sortes de micro-ondes... Bah c'est en fait tout... C'est le principe du micro-ondes. Si je te vois, c'est que tu rayonnes. Merci. Bah oui. Donc tout dépend de la fréquence de l'onde. Tu as gagné cette bataille argumentaire. Donc équipe ketchup. Solartronic. Solarronix, ouais. Pardon. Tu restes combien de temps là-bas? 3 ans. Juste le temps de comprendre pour Solarronix que le monde de la clim et le monde du chauffage dans l'industrie, c'est 2 mondes différents, que le greffon ne prend pas, on n'arrive pas à faire développer le chiffre d'affaires suffisamment rapidement. Il y a aussi une première crise du bâtiment qui fait que l'entreprise a besoin de se recentrer sur son corps de métier plutôt que de faire du développement, de la croissance. Avec Jean-François, on arrive à une conclusion que on va fermer le service, on propose d'autres solutions en interne. Ça me plaît moyen. Okay. Et là-dessus, je me mets en ouverture, j'ouvre les chakras sur d'éventuels postes. Et la société MCI, qui vient d'être rachetée par Johnson Controls, me contacte par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Praxion. Je ne sais pas si Praxion existe encore. Et on me propose un poste de directeur d'agence à Marseille. Donc c'est un peu loin de chez toi. Alors je me dis, c'est loin. À ce moment-là, tu avais déjà madame et les enfants? Ouais, tout à fait. Ouais. Tout le monde, on était 4. Ok, donc gros changement. Et on me dit, tu vas aller à Marseille. En fait, au départ, Dov Gagesh, il me dit, ouais, on a un poste pour toi, c'est en France, mais tu peux pas aller plus loin. C'est qui? C'est le directeur général? C'était le DG de Praxion. Il me dit, parce que si tu vas plus loin, t'es plus en France, t'es ou dans la mer ou tu arrives en Algérie. Ah ouais. Je rencontre Eric Bardelli. Très rapidement, le feeling passe entre nous. Et puis... avec un petit peu de retard à l'allumage compte tenu du changement d'enseigne, du rachat de MCI par Johnson, l'arrivée des Américains au pouvoir. Oui, ça a été un grand changement, ça, pour de la Morinière. Lévy de la Morinière, qui était le PDG de MCI, je précise, okay. Pour ceux qui ne sont pas vieux comme moi, qui ne connaissent pas. MCI, c'est toujours sous Johnson Control? Non, MCI, aujourd'hui, c'est dans le groupe Equance. Mais ça, j'y viendrai tout à la fin. Tu vas voir la boucle. Parce que c'est un petit écosystème. C'est pas un petit écosystème, c'est pire que ça, c'est un village. Et donc, j'arrive chez MCI à Marseille. Donc tu prends le poste? Et je prends le poste, okay. Et j'accepte, ouais. Et tu trimballes toute ta famille? Et je trimballe toute la famille. On les fait venir là-bas à Marseille. Et on vit, waouh. C'est cool Marseille, non? Ouais. À l'époque, je sais pas. Okay. À l'époque comme aujourd'hui, tu as 2 possibilités. La première, tu détestes Marseille. Et tu t'y fais pas et tu t'y feras jamais. Ok, je sais où tu vas venir. Et la deuxième, tu adores. T'adores Marseille. Il n'y a pas d'entre-deux. Et il n'y a pas d'entre-deux, ça n'existe pas. Et toi, t'as adoré? Et moi, j'ai adoré. Ok. J'ai adoré parce que d'abord, on arrive... Le soleil, non? Le soleil, là aussi, l'alignement des planètes. On se retrouve dans une entreprise qui est certes un petit peu compliquée. Il y a des restructurations, il y a des choses à faire. C'est compliqué, mais ça le fait. Il y a des gens charmants dans l'entreprise. Eric Tepfer, Jean-Paul Cristiano, Paul Boudara et Eric Bardelli aussi, qui m'a recruté. Et puis, on a aussi... Et c'est là aussi où parfois tu as des alignements. On trouve... Pas tout de suite, mais on trouve un appartement à Marseille dans une résidence formidable avec des gens extraordinaires. On te dit, ouais, les Marseillais, les gens du Sud, ouais, ils vous rejettent. On ne sait pas, les villages, on n'a pas essayé. Mais nous, dans Marseille, on est tombé sur des gens extraordinaires. Michel Fiocchi et Patricia Fiocchi, qui étaient nos voisins, c'est d'une simplicité. Ils sont toujours nos amis, on les a eus au téléphone récemment. Michel, c'est juste... Ce mec, c'est une star dans son métier. On utilise tous une carte de paiement. C'était mon voisin de palier. Ouais. Roland Moreno, ça te parle? Roland Moreno, c'est lui qui a inventé la carte à puce. Okay. Dans l'équipe de Roland Moreno, il y avait qui? Son premier ingénieur? Michel Fiocchi. Okay, donc alors
Peut-être que j'ai un bol phénoménal, mais en tout cas, autour de nous, on a tout le temps eu des mecs phénoménaux. En dessous, on a eu des voisins extraordinaires. Monsieur Lazzarini, on peut en parler, paix à son âme, mais commissaire divisionnaire à la DGSI. Ah ouais. Au début, tu arrives, tu vois une boîte aux lettres, il y a 5 noms dessus. Lazzarini, Ricard, Flint, Renault. Ces noms d'emprunt. Ils sont beaucoup dans cette maison. Mais non, c'était ses noms. Il a habité dans plein d'endroits. Et Lazzarini nous racontait sa vie. Ouais, Attends, mais est-ce qu'un agent de la DGSI, il faisait quoi? Il était directeur? Non, il était commissaire divisionnaire, c'est-à-dire tout en haut. Un employé de la DGSI, on va dire, normalement, ne raconte pas les histoires. Bah, il raconte ce qu'il pouvait raconter, mais en plus, il était retraité. Et maintenant, donc, il est mort, je peux en parler. Il y a prescription. Il y a prescription, et puis c'était il y a longtemps. Donc, tu as vécu le bureau des légendes en direct. J'ai eu le bureau des légendes en direct. Il m'a montré son flingue en direct. Ça fait peur. Donc, Marseille, t'adores. Et raconte Marseille, j'adore. Et puis Marseille... je suis un homme du ballon quand même. J'ai joué au foot. Et aller à Marseille, c'était quand même quelque chose. Alors, je vais le dire tout de suite. Je reste fervent supporter du LOSC. Michel Sédou, si tu nous regardes. Mais Marseille, c'était mon deuxième club de cœur. Ouais. Okay. Donc, oui, dans une ville de foot, forcément, je pouvais être que bien. Et de passion. Et tu joues au foot là-bas? Non, là-bas, je jouais plus au foot. Okay. Non, c'était fini. C'est-à-dire que je m'étais blessé à Douai, donc non, c'était plus la peine. Il fallait arrêter. Il y a un cas de divorce, c'est si je rejoue au foot. Donc ça, je fais pas. C'est pire que tout, là. C'est pire que tout. Et comment ça se passe chez MCI? C'est quoi ton rôle? Donc tu gérais l'agence de Marseille? Je suis directeur d'agence de Marseille. Ça consiste à quoi? Je manage une petite équipe d'une 30aine de personnes. On a des techniciens, un bureau d'études et une vraie entreprise, quoi. On fait des installations de froid, de clim sur la région, pas tout à fait PACA, mais en tout cas autour de Marseille, Bouches-du-Rhône, on déborde sur le Var. On fait beaucoup de grandes distributions, on fait beaucoup d'entrepôts. C'est la spécialité de MCI. C'était la spécialité de MCI, c'était le froid commercial. MCI à l'époque était le leader du monde du froid commercial et on était un peu moins présent sur la partie industrie et la partie logistique. Mais en tout cas, c'est un métier, ou en tout cas c'est une région assez difficile pour les frigoristes parce que c'est une région où il fait très chaud en été. Et le problème d'une installation frigorifique, c'est que fonctionner avec une haute température extérieure, c'est très compliqué. Puisqu'on évacue la chaleur. Merci Eddy. Voilà, il a retenu. Et surtout, Marseille a une faible amplitude thermique. C'est-à-dire qu'en été, la température ne redescend pas. Quand on est en milieu urbain ici sur Paris, c'est pas pareil, mais en tout cas, quand on est en province, à peu près partout en France, la température redescend la nuit. Ce qui fait que les installations, je ne vais pas dire ont le temps de respirer, mais en tout cas, les installations ont le temps de revenir un peu à la normale, de refroidir, de rafraîchir correctement, pour ensuite subir les contraintes thermiques de la journée. Sur Marseille, la température, ça ne baisse pas la nuit, donc l'installation, elle est au taquet. Et qu'est-ce qu'on fait? On surdimensionne dans ce cas-là? Partage les astuces des frigoristes. On arrose les on commençait à peine à surdimensionner les installations. Okay. On était encore sur des standards de température externe 32-35. Aujourd'hui, et déjà, on n'utilisait pas à l'époque de fluide naturel. On n'était pas sur des régimes subcritiques. Si on parlait de CO2, on était avec des fluides normaux, en tout cas ancienne génération. 404, ouais. R22 le aussi. Bon vieux 404. Le bon vieux. Ah, toi, t'as pas conduit le bon vieux R22. R22, R12 aussi. Oh là là, le R2. C'est des mots interdits maintenant. Interdit, non, c'est pas interdit, mais tu peux plus recharger. Et donc très compliqué. Et aussi très compliqué pour les techniciens. Il faut leur tirer un chapeau. C'est des gens qui... et je le dis volontiers, parce que s'il y a des techniciens qui nous regardent... Moi, j'ai vécu le Covid en étant chez Axima. On a parlé de beaucoup de monde. On a parlé des soignants, des médecins. Il y a zéro débat, chapeau.
Mais on a oublié aussi tous les techniciens du froid qui étaient là dehors quand il y avait le Covid, quand personne ne pouvait sortir. Et moi, les techniciens, on les avait avec mes collègues de chez Axima du Codir. Eux étaient sur le terrain. Donc eux aussi, il faudrait tirer le chapeau. Et pas que chez Axima, tous les frigoristes de la France et de la Navarre. Bien sûr. Merci. Et effectivement, c'est un métier qui est très difficile. Tout à fait. On ne sous-estime pas la charge mentale et physique. Tout à fait. C'était quoi tes enjeux en tant que directeur d'agence là Est-ce que tu avais des choses sur lesquelles tu avais des difficultés, si ce n'est extraire la chaleur en été là Est-ce qu'il y avait d'autres contraintes ou d'autres enjeux importants pour toi? Ouais, parce que tout a roulé. Non, tout n'a pas roulé. Marseille est une ville compliquée par sa géographie. Tu sais, quand tu fais du froid, tu as une contrainte d'intervention. Si on t'appelle en dépannage, c'est qu'il y a un problème. Je ne parle pas de chantier, je mets de côté les chantiers. Mais si on t'appelle en dépannage, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une certaine criticité. Bien sûr. Donc tu as un certain temps pour intervenir. Marseille, c'est une ville qui n'a pas de périphérique, parce qu'elle ne peut pas avoir de périphérique. Parce que d'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a la montagne. Entre deux, ils ont fait un tunnel. Alors, ils en ont fait un deuxième aujourd'hui qui décongestionne un peu. Mais en tout cas, c'est une ville qui, malheureusement, a un fort trafic et est complètement congestionnée. Encore plus que les autres grandes villes, encore plus que Paris, par exemple. Et ça, c'était une vraie contrainte de faire intervenir nos gars, limiter les temps de trajet. Ça a été un vrai challenge. Qui existe toujours aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et tu restes combien de temps du coup chez MCI? Et chez MCI, je suis resté un peu plus de 3 ans et demi. Qu'est-ce qui te fait partir? Ce qui me fait partir, Vinci Énergie. Attends, parce qu'il y a Axima, mais on n'y arrive pas. On n'y est pas encore. T'as fait toutes les boîtes en fait, toutes les grands majors. Ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai fait les majors, ouais, effectivement. Vinci Énergie, à une époque, on me sollicite pour reprendre une boîte, et c'est là où tu vas voir le truc, il est assez... le twist. Le twist, il est assez surprenant. Le recruteur qui m'appelle, qui me dit « Ouais, machin, on voudrait discuter, vous êtes ouvert ?» Oui, pourquoi pas. On a une boîte à reprendre en région parisienne. Oh, région parisienne. Le mec, il dit, ouais, bon, une belle boîte, une centaine de personnes, machin. Tu me dis, bon, 100 personnes, rachat, Vinci, donc on va discuter. Donc on discute. Tu discutes avec qui à ce moment-là? Avec Claude Renaud, qui était un des directeurs de division de Vinci. Le patron au-dessus de Claude Renaud, Philippe Touillaro. Alors Claude est décédé, Philippe Touillaro, je pense qu'il est en retraite aujourd'hui. Et je suis embauché. Et puis au dernier moment, le deal ne se fait pas entre Vinci et AM Froid. AM Froid, okay. Qui a été racheté maintenant plutôt par NG. Ouais, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé. Le deal ne se fait pas et on me dit écoute, désolé, mais tu viens pas. Je dis attendez, vous êtes fous, moi je m'en vais là, je peux pas. Et Claude Renaud, qui est grand bonhomme, me dit Dominique, on va vous trouver une solution. On a un poste qui se libère à Toulouse pour une filiale qui s'appelle Optéor. On vous envoie à Toulouse. Ça vous va? Je dis il y a quoi à Toulouse? Il n'y a pas de boîte de froid. Il fait non, c'est pas une boîte de froid, c'est une boîte de maintenance. Et il y a de la maintenance à faire chez Airbus. On en revient à Airbus. Et par contre, il y a du commerce à faire, il y a du développement. Ça vous dit? Ouais. Donc comme je suis un homme de challenge, pouf, nous voilà partis à Toulouse. Un peu pareil que la CETEB, le greffon ne prend pas. Pour des raisons X ou Y, rapport humain très compliqué, ça ne marche pas. C'était pas mon métier, je suis pas non plus en zone de confort. On a la décision de s'arrêter, de se séparer. Avec Vinci. Avec Vinci. Là-dessus, Pierre Caron entre en contact avec moi. Pierre Caron était l'ancien directeur général d'une boîte qui s'appelait Cofatec, qui était dans le giron de GDF Suez. Pierre Caron rachète des sociétés, il me dit
Dominique, vous étiez sur Marseille, on aimerait bien que vous repreniez la direction d'une filiale qu'on est en train de racheter à Marseille. Je dis bon, ouais, Marseille, je suis en zone de connaissance, je repars à Marseille. Et là, c'est pas le greffon qui prend pas, c'est la boîte qui a été rachetée qui était une catastrophe. C'était quoi la boîte ? La boîte, alors ça s'appelait GDLEC et on avait changé de nom, on avait pris la dénomination de Celium Energy. La boîte rachetée, c'était pas un puits sans fond, c'était le tonneau des Danaïdes. Plus on en mettait, plus ça perdait. Donc, on décide d'arrêter la boîte, de la liquider, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire, autrement toute la fortune de Pierre Caron y passait. Et puis moi, je reste de nouveau sur le sable. Et là-dessus, Roger Chioca, paix à son âme, Roger, qui était le directeur commercial de Profroid, me dit « Ouais, Doumé, j'ai un poste pour toi dans ta région. » Il dit « J'appelle au Mécuchel et tu vas voir, ça va le faire. » Attends, Profroid, c'est un fabricant Profroid, c'est ce qui est Carrier, c'est le constructeur de matériel de réfrigération qui est basé historiquement à Aubagne. Et Roger, on va pas dire c'était le pape, mais en tout cas, Roger, c'était l'une des légendes. Si tu m'as mis dans un truc qui s'appelle les légendes, Roger, il aurait fallu l'inviter. Roger, c'était l'homme du froid, l'homme qui avait tout fait avec Xibéras. C'était waouh, Roger. Et en plus, une belle personne. Donc, Roger me met en contact avec Laurent Mécuchel, Régis Greiner. J'ai un rendez-vous. Et c'est là où c'est assez hallucinant parce que ce rendez-vous intervient pendant mes vacances en juillet-août. Je suis donc chez mes parents à Douai. J'ai un rendez-vous à Marseille. Il n'y avait pas encore le TGV à ce moment-là, si ? Si, il y avait le TGV. Okay. Mais là, j'ai pris l'avion. L'empreinte carbone n'était pas bonne. Je fais le transfert, je pars à Marseille. Rendez-vous avec Régis qui doit durer 1 heure ou 2, qui en dure 7. On se quitte à 22h. Bon, allez. Et il me rappelle, il me dit, on va bosser ensemble. Donc, le poste n'était pas à Marseille, mais à Lille. Je dois intégrer donc, la direction régionale Nord. Donc, c'était quoi la boîte ? Axima. C'était Axima. Okay. Ouais, donc là, cette fois-ci, j'intègre Axima. Donc Profroid, enfin le patron Profroid a fait l'entremetteuse. Okay. Et donc, j'intègre Axima. Donc, je prends le poste de responsable commercial pour la région Nord. En attendant que Axima Région Nord se restructure pour que je prenne la suite et que je devienne le directeur régional sur le Nord pour Axima. Et puis, j'arrive et là, je ne m'occupe. Régis s'occupe de la partie purement opérationnelle et moi, je ne m'occupe que de la partie commerciale. Et puis, je fais mon outing, je fais ma vraie révélation. Mon métier, c'est le commerce. Comme dirait mon ami Gilles Cotte, qui est le directeur du développement de chez Equans, qui me dit « Dom, t'es quand même vachement limité comme ingénieur, mais alors t'as un bon foie, tu peux faire commercial. » Alors, c'est une blague, mais je me suis révélé et je pense que j'ai été meilleur commercial que je n'ai été meilleur ingénieur. Ça, c'est clair. Et puis, on démarre l'aventure Axima. Je fais 2 ans et demi. En entretien de performance, Laurent Mécuchel me dit « Bon, écoute, on va pas te faire évoluer vers un poste de directeur de région. » Il prend la douche, il dit « Mais tu me dis quoi, lui ?» Il dit « On va créer un poste de directeur commercial France chez Axima Ref. De toute façon, il en faut un. Donc, on va te le donner. Il faut que tu crées tout, de A jusqu'à Z. » Ok. Donc, tu devais faire... C'était quoi, là, les enjeux de ce poste ? Alors, les enjeux du poste, c'était d'essayer de fédérer toutes nos agences, de faire en sorte que à l'époque, c'était une 40aine d'agences, tout le monde travaille en même temps, de travailler des grands comptes au niveau national. Et puis aussi, à l'époque, on était dans le groupe NJ, ou GDF Suez, puisqu'on a changé plein de fois de nom, d'essayer de faire vivre et de porter les couleurs d'Axima Réfrigération avec notre spécificité de frigoriste à l'intérieur du groupe NJ. Parce que la clim et la réfri, tout ça, c'est une zone un petit peu overlap. La clim va en réfri, la réfri va en clim. C'est où la limite de température ? C'est 14 degrés température intérieure. C'est une clim de confort. Enfin bref. Donc essayer d'y aller et de chasser en meute tous ensemble dans un groupe que moi je qualifie d'interplanétaire, parce que 150 000 personnes, des sociétés partout dans le monde, c'est
Alors même si on bossait que sur le secteur franco-français, mais en tout cas, rien qu'en France, ça part dans tous les sens. Il y en a partout. Ouais. Et donc, c'était de faire vivre à l'interne et à l'externe. Et dans les grands groupes, la vie à l'interne, ça prend parfois plus de temps que la vie à l'externe. Mais donc à ce moment-là, donc tu fais directeur commercial région Nord. Non, je quitte la. Au début. Au début, je fais directeur commercial ou responsable commercial à région Nord, et ensuite le périmètre français, toute la France s'amplifie et on me donne toute la France. Et donc à ce moment-là, tu dois unifier un peu toutes les agences pour avoir un aura national. Pour qu'on ait pas une aura nationale, mais en tout cas que on commence à représenter quelque chose au niveau national. Alors, faut se remettre aussi les choses dans le contexte. Aujourd'hui, Axima, c'est le numéro 1 de la profession. C'est 500 millions, ou en tout cas, quand j'ai quitté CCSAS, c'était 500 millions et 2400 personnes. Quand on commence l'aventure, il y a une quinzaine d'années, c'était à peine 100 millions, c'était 700 ou 600 personnes. On a fait du chemin, donc il a fallu faire progresser tout ça. Il a fallu attaquer tous ces clients nationaux en leur disant qu'on était capable, nous, d'intervenir partout. Une des idées maîtresses de Pierre Ourcade, qui était le PDG du groupe à l'époque, c'était on ne doit pas avoir un technicien à plus d'une heure de voiture d'un de nos clients. Donc il fallait de la réactivité. Donc il fallait de la réactivité, il fallait créer des agences partout, il fallait mailler le territoire. Il fallait, je ne vais pas dire... limite comme par capillarité, mais il fallait descendre jusqu'au bout du territoire. Il fallait qu'il y ait des techniciens partout. Dès qu'il y avait une panne, il fallait qu'on soit là et vite. Ok. Et puis ça, on l'a bien fait. Parce que pour les non-frigoristes qui vont regarder l'épisode, mais je dis n'importe quoi, mais une grande enseigne qui a 300, 500 000 euros de marchandises dans un entrepôt ou dans une chambre froide, il ne peut pas attendre 3 jours d'être dépanné. Il ne peut pas attendre 3 jours avant d'être dépanné. Parce que la contrainte, c'est que on est sur du vivant, ou en tout cas on est sur du périssable. Et tu parles d'une grande enseigne, une grande entreprise, mais on a travaillé aussi pour des logisticiens qui faisaient la distribution de produits pharmaceutiques. Là, c'est encore pire. Et parfois, tu réfrigères ou tu tiens à température une dose d'un vaccin. La dose, c'est 5 000 €. Et d'autant plus, je crois qu'il ne peut pas y avoir des variations de température très élevées. Alors, on est de l'ordre de quelques 3 à 4 degrés, peut-être. Ouais, alors ça va encore, c'est pas trop gênant. Mais si la variation de température est lente, mais si tu as une remontée brusque, c'est là où ça devient catastrophe. Okay. Mais le pire, c'est effectivement le médicament. Si l'entrepôt est gros et si tu as une température négative, par exemple, on peut dire que tu n'as pas de problème, mais l'inertie du bâtiment fait que ta température remonte tout doucement. Mais si l'entrepôt est petit et que tu stockes des pièces de la marchandise à forte valeur ajoutée ou à forte valeur, là, ça devient tout de suite très compliqué. Et aussi très coûteux. Et ça serait bien que les clients puissent l'intégrer. Ça coûte toujours trop cher, non? C'est toujours trop cher. L'installation est toujours trop chère et la maintenance est toujours trop chère. Dominique, je vois que le temps file et qu'il reste une grosse partie de ton parcours. Est-ce que tu accepterais de faire un deuxième épisode? On se retrouvera en épisode 2, si tu veux. C'est la première fois que je fais ça, mais je vois qu'on n'est même pas arrivé à la moitié. On est arrivé à plus de la moitié de ton parcours, mais il reste Sotrematch, il reste le SNEFCA, il reste tous tes enjeux de chez Axima. Est-ce que tu me ferais ce plaisir? Parce que c'est toi. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'est un début d'épisode là, vu qu'on va le couper en 2. Mais moi, je suis passionné un peu par les grandes boîtes. Et tu vois, quand j'avais revenez après la pub. Ouais. Non, mais tu vois, quand j'avais mon entreprise de froid à l'époque, mes modèles, entre guillemets, c'était Axima, AM-Froid, Engie, IDF Thermique, tu vois, c'était toutes ces grosses boîtes que je regardais. Alors, j'étais tout petit, mais en tout cas, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait le succès. Bon, il y avait d'autres paramètres que je ne maîtrisais pas, mais en tout cas, merci beaucoup, c'était incroyable et hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Eh bien, le plaisir est partagé et on va refixer un rendez-vous pour l'épisode numéro 2.